Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2023. On va parler de la pub sur YouTube, ça va être triste, je vous le dis, ça va être très triste ce matin. Aïe 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 aïe, beaucoup de drama bien sûr avec Google, tout ça tout ça. Mais on attaque tout de suite avec le générique bien sûr, c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous, comment ça va dans le chat? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi très tranquille, je vous avoue que j'ai continué Zelda Breath of the Wild, voilà, parce que c'est un jeu que j'ai pas fini, parce que j'ai envie de jouer à Tears of the Kingdom, parce que voilà, j'ai envie de finir le premier avant de faire le deuxième, sauf que moi je suis un gros bolos, en gros j'y ai beaucoup joué au début, en 2017, à Breath of the Wild, et puis je me suis un peu lassé, parce que j'ai pas fait la quête principale, tout ça. Et là, je m'y suis remis parce que je me suis dit, bah, Tears of the Kingdom arrive, sauf que j'ai toujours pas fini Breath of the Wild. Mais voilà, petit week-end très tranquille, très cocooning, ça fait du bien, voilà, c'était bien. Voilà, petit week-end sympa. Powerloutre, tu es éclatax, bah merde, bah écoute, j'espère que ça va aller. Merci pour les subs, merci JQSH75, merci énormément, 7 mois d'abonnement, merci Freddy San, merci Flopsatorial World, merci Zark84 pour les subs, merci énormément les gens pour votre soutien, c'est très important pour nous, merci beaucoup. Oui, donc vous l'avez vu hein, ce matin, attendez, je vais décaler un peu mon écran secondaire, hop là. On va parler de la publicité sur YouTube, il y a 30 secondes de pub qui arrivent, pour l'instant, a priori, c'est déployé qu'aux États-Unis, on va en discuter, on va faire l'article, mais c'est pas encore, il me semble, voilà, oui, c'est pour l'instant, ça va être aux États-Unis en premier. Mais on va en reparler parce qu'il y a des questions à se poser quand même là. Est-ce que YouTube avec 30 secondes de pub, est-ce qu'on se rapprocherait pas de la télé, dis donc. Mais bref, non, mais il y a des vraies questions à se poser. Merci Medio Sam pour les 25 mois d'abonnement, merci énormément. Et merci KZV2 aussi, on est au niveau 2 du train de la hype, vous êtes chaud. Dès le lundi matin, merci énormément. Je vous dis des petits bonjours dans le chat, je vous ai pas trop salué. Bonjour à... Alors attendez, il y a du monde. Salut Reggie Lewis, c'est pénible cet identifiant, Satorial World, Tales, EA Chronicles, comment tu vas? Salut Tay for Win, salut Monsieur Flonflon. Monsieur Flonflon, j'ai très hâte de la TwitchCon. Monsieur Flonflon qui sera sur ce canapé hein, à la TwitchCon, là, ici. Voilà, là, le beau canapé bien sûr. Réservé pour notre cher Flonflon national, évidemment, grand streamer, exceptionnel. Merci Dr Goro pour le Prime, merci énormément. C'est beau la non-concurrence. De comment ça la non-concurrence? J'attends avec impatience. Non, en vrai, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Salut The Garnic Snail, salut Karadoc. Déjà que je regarde plus YouTube à cause de la pub. Ah bah c'est une bonne question, ouais. Il y en a qui regardent moins YouTube à cause de la pub. Parce que c'est vrai que moi je suis sur YouTube Premium, que je partage d'ailleurs avec une personne de la communauté. Je vais pas la outer, on sait jamais cette personne si elle veut rester discrète, mais si elle veut dire qui elle est, elle a le droit. Non, mais effectivement, moi, c'est un conseil que je vous donne, hein, c'est de prendre du YouTube Premium, mais partagez-le avec du monde. Comme ça, vous le payez pas trop cher. Prenez-le en abonnement famille. Nous, on n'autorise pas sur le Discord les gens qui viennent pour dire oui, je voudrais partager machin, parce que sinon ça va spammer et c'est chiant. Mais c'est ce que je vous conseille de faire avec des potes ou avec des collègues ou tout ça. Vous prenez un abonnement famille, je crois que c'est toujours 15 balles par mois, et vous le divisez en 6, et vous payez 2,50 €, 3 € pour vous partager YouTube Premium. Je trouve honnêtement que pour 3 balles par mois, éviter les pubs sur YouTube, mieux financer les créateurs, c'est vraiment ok quoi. Merci pour les nouveaux subs, merci Panouerion pour les 18 mois d'abonnement, la majorité, mon cher Panouerion. Merci Dr Guro pour le sub, niveau 3 du train de live, merci énormément les gens. Grand consommateur de YouTube, j'ai Premium en famille, je préférais arrêter Netflix que YouTube Premium. Pareil. Ah, je préfère largement arrêter Netflix que YouTube. Hein. Moi, je trouve que le contenu est tellement plus diversifié et plus chouette sur YouTube. Non, moi pour le coup, je préfère... on est bien d'accord. Je préfère YouTube. Partager avec ma famille, du coup c'est moi qui paye. Mademoiselle Sum, 18 € le premium famille. Ah oui, c'est 18 €, c'est vrai que ça a un peu augmenté.
Mais 18 divisé par 6, ça fait 3 euros, c'est ok, hein. C'est très 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 ok. J'ai pris le premium et je pense que sans ça, j'y passerais beaucoup moins de temps. J'avoue que moi, je supporte pas la publicité, surtout les pubs YouTube, elles sont un peu insupportables quand même. Et oui, mais Adblock, tu verras, Sir Newt et les gens qui pensent que uBlock Origin, Adblock et tout va fonctionner. Il est probable que petit à petit, YouTube commence à verrouiller un peu le système. Aujourd'hui, si vous ne le savez pas, bloquer les pubs par exemple sur Twitch est très pénible, très pénible. J'avais essayé de le faire à une époque, parce que c'est vrai que les pubs, bon, c'est un peu chiant quand tu es sur ordi et tout. Je vais pas faire l'hypocrite à dire non, je les laisse, machin et tout. Voilà, je vais être totalement transparent, des fois j'en enlève. Mais sauf que sur Twitch, en fait, Twitch a un coup d'avance sur uBlock Origin et ils ont tendance à changer les IP, changer leur serveur de publicité. Et donc c'est très compliqué de bloquer les pubs sur Twitch. Il faut foutre des scripts qui se mettent à jour et tout. Enfin, c'est moins facile que juste installer une extension. Donc voilà. Tac, tac, tac. Je remonte un peu dans mon message. Tu peux faire Tears of the Kingdom sans avoir fait Breath of the Wild, mais c'est plus fun de l'avoir fait avant. Non, mais je préfère finir Breath of the Wild. Je suis pas spécialement pressé sur Tears of the Kingdom. Je suis pas spécialement pressé de le faire. On est d'accord qu'il fait l'article. Non, mais on va le faire vraiment. On va le faire vraiment, vous inquiétez pas. J'ai pris YouTube Premium, meilleur investissement à l'année, 6 euros tarif étudiant. Ah oui, en plus en étudiant, c'est vrai que en étudiant, c'est peut-être moins cher. Est-ce que ça s'est fait sentir sur les revenus de la chaîne quand YouTube a lancé les abonnements premium? Non, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui est sur du YouTube Premium. Donc non, ça nous change pas grand-chose. Merci Toelat pour le sub 16e mois d'abonnement. Merci énormément, merci de nous soutenir. Merci de pouvoir nous permettre de propulser l'émission, de produire l'émission. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer tout de suite, je pense, au Kawa. On va faire un petit sommaire rapide quand même de l'actualité du jour. Est-ce que le navigateur va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Donc on va discuter en premier de YouTube qui passe à 30 secondes de publicité obligatoire pour l'instant sur les téléviseurs. Voilà, pour l'instant, c'est réservé aux téléviseurs. On verra un peu ce que ça donne, hein. C'est pas impossible que les 30 secondes arrivent sur d'autres formats, même si c'est vrai que 30 secondes sur un téléphone, ça serait un peu risqué, hein. Les gens risqueraient de se barrer. On va discuter ensuite, article de Frandroid. Ensuite, on va enchaîner avec un article de Numérama. Méfiez-vous de ces nouvelles méthodes de sextorsion et de chantage à la webcam. J'avais envie qu'on parle de cet article, déjà parce que c'est un peu dans l'actualité, et parce que je voulais faire un petit message de prévention. Je sais qu'on a beaucoup de parents dans le chat. Parlez de ça avec vos ados. Parce que, en fait, la sextorsion, c'est le fait d'avoir des faux comptes qui viennent draguer. Apparemment, c'est les mineurs qui sont très victimes de ça, qui viennent draguer les ados. Quand je dis mineurs, c'est oui, en fait, pré-ados et ados. Et en fait, ces comptes-là font une espèce de chantage affectif et font en sorte que les ados se mettent à envoyer des photos de nus, quoi. Voilà, il faut utiliser les termes, hein. Et le problème, c'est qu'après, dès que l'ado tombe dans le piège, il y a un sentiment de culpabilité énorme. Les faux comptes font pression, hein. En gros, les criminels font pression pour que l'ado paye. Mais donc ça met les ados dans des situations très compliquées. Et il y a eu des histoires très difficiles. Donc voilà, on fera l'article ensemble, mais effectivement, je veux qu'on en parle. Et j'ai vraiment envie, si vous en avez l'occasion, que vous en parliez à vos ados. Que quand il y a un compte pas très connu souvent d'une jeune femme mignonne, qui vient, parce que c'est en général plus des femmes qui viennent draguer des hommes que l'inverse, mais voilà, de prévenir vos ados qu'effectivement, c'est pas forcément des vrais comptes et des vraies femmes. Ce sont des personnes qui sont derrière ces faux comptes et que ces ados doivent faire... ne doivent pas répondre. Et voilà, et c'est super important. On enchaînera avec un article du Journal du Geek. HP qui bloque, on adore HP bien sûr. HP qui bloque les imprimantes qui utilisent des cartouches d'encre d'autres marques. Donc encore une fois, des pratiques anticoncurrentielles un petit peu crado. Voilà, donc c'est un article de Journal du Geek. On enchaînera avec un autre article du Journal du Geek. Au bout de 2 ans d'inactivité, Google pourra supprimer un compte et ses données. On verra ce qu'il en retourne. Nous enchaînerons avec un article de Geeko. On verra si on a le temps de le faire celui-là, parce que c'est plus un article pour un peu... vous savez que l'IA, j'ai un
peu du mal avec les gens qui sont très alarmistes et très anxiogènes sur l'IA. Donc c'est un peu un article que j'ai envie de démonter. Dans le sens où ça me saoule de voir des trucs comme ça. Une entreprise britannique va remplacer 10 000 employés par l'IA, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est plus qu'il y a beaucoup de suppressions d'emplois et que, oui, à la direction, ils ont parlé d'IA, mais en fait, c'est surtout qu'il y a des suppressions d'emplois. Donc, bon. Voilà, donc bref. Et si on a le temps, c'est un article que j'avais pas fait vendredi dernier, on verra si on le fait. On parlera de notre affiliation actuelle, ce n'est pas un sponsor, c'est une plateforme PeakCloud de stockage en ligne qui a des prix plutôt intéressants que moi j'avais déjà testé, que j'avais bien aimé. Et en gros, on en parle un petit peu, on a de l'affiliation dessus, donc si vous êtes intéressé, nous, ça nous permet de générer des revenus supplémentaires, hein, ça fonctionne comme ça l'affiliation. Point d'exclamation PeakCloud dans le chat, et on terminera avec une petite lecture que j'ai trouvé cool, article de Numérama. Numérama, ils ont des bons articles, je trouve, j'aime bien ce qu'ils font, ils ont des dossiers sympas. Voilà comment fonctionne un gang de cybercriminels de ransomware de l'intérieur. En plus, ça fait lien avec le deuxième article du jour. Voilà pour les articles du jour. J'espère qu'ils vous plaisent, car je n'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. C'est parti. Alors Yves Castel, tu dis les principales victimes sont plutôt des gens plus âgés qui ont généralement de l'argent. Eh bien tu serais étonné, mais ce n'est pas en tout cas ce que dit l'article, et j'espère que l'article se base sur des chiffres et des sources solides, mais je pense que oui quand même. Mais a priori non, là c'est beaucoup les mineurs qui sont victimes de ces arnaques. Voilà. Salut Elisa, bienvenue à toi. Salut Lorraine Père, bienvenue à vous deux. Bienvenue dans le mug. Installez-vous confortablement. Fils, t'es trop moche pour qu'on vienne te parler, c'est un piège. Mais même pas un allié Eric, hein. C'est même pas un délire de beau, pas beau ou quoi que ce soit. Non, c'est que... mais ne faisons pas l'article maintenant. On va en discuter ensemble. Les autres envoient des photos de Guillaume. Tu as des drôles de fantasmes, mon cher allié Eric. Tu as des drôles de fantasmes. Faut juste éviter les spoils, mais c'est pas simple. Qui partage tout. Pas besoin d'être pressé. En plus, le prix devrait rester le même. Moi, je suis pas pressé, je suis tranquille. Je consomme YouTube. Bon, on va faire le premier article parce que c'est un article qui va vous faire réagir. Ça, je le sais. Je le sais. YouTube, la publicité, c'est toujours des choses un peu sensibles. Voilà, la publicité, on a toutes et tous une relation un peu amour-haine parce que on sait bien que la pub finance, voilà, quand on n'est pas neuneux, on sait bien que la pub finance, en tout cas sur YouTube, les créateurs et créatrices. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier cette pub quand même, soyons honnêtes. Et en plus, il y a des pubs qui sont encore plus insupportables que d'autres. Bref, le pire étant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les pubs sur Twitch qui sont vraiment dans le niveau insupportable, un bon cran au-dessus de YouTube. Parce que 30 secondes de publicité, ça te bloque du contenu que tu es en train de regarder en direct. C'est très pénible. Merci Labrique76 pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Bylang06 pour tes 19e mois d'abonnement. On a atteint le train de la hype niveau 3. Merci à vous les gens dans le chat. Merci énormément. Donc on va en discuter de tout ça. On va en discuter. Regarder YouTube sur son téléviseur est de plus en plus populaire et Google l'a bien remarqué. Pour augmenter les profits de sa plateforme, la firme va désormais forcer l'affichage de publicité de 30 secondes. Utiliser des services de SVOD ou YouTube sur son téléviseur plutôt que de regarder la télévision classique, c'est le plaisir de pouvoir regarder ce que l'on veut quand on veut sans devoir suivre un programme précis. Et c'est aussi la possibilité de profiter de son téléviseur sans être abreuvé de publicité. Merci pour le sub, Hiros, merci beaucoup. Chez YouTube, cela semble désormais bien fini. Google a annoncé l'arrivée de publicités de 30 secondes sur sa plateforme de vidéo pour les téléviseurs. Alors après, on est quand même loin des coupures publicitaires de la télé, hein. Faut pas déconner non plus. Mais 30 secondes, c'est long. Des publicités de 30 secondes qu'il sera impossible à passer. Le même YouTube qui a fait la promotion à marche forcée du format short, inspiré du succès de TikTok, c'est-à-dire des vidéos de quelques secondes, va aussi forcer l'affichage de publicités de 30 secondes sur sa plateforme. Pas trop le rapport entre les deux, mais ok. Jusque-là, les publicités obligatoires n'excédaient pas 15 secondes, ce qui pouvait déjà paraître très long. Ouais, après, encore une fois, je fais un peu l'avocat du diable aussi dans cet article, mais bon, 15 secondes comparé aux pubs qu'on a à la télé, c'est pas non plus si long que ça. Mais c'est très long. Dans une consommation internet, 15 secondes, c'est long.
Heureusement, ce changement sera réservé dans un premier temps aux États-Unis et aux vidéos les plus populaires de la plateforme. Et vous... Alors ça, par contre, ça va faire débat, ça. Et vous ne pourrez pas non plus manquer l'arrivée des pause experiences. C'est vraiment la novlangue, les expériences de pause. C'est-à-dire l'affichage de publicité quand vous mettez en pause une vidéo YouTube. Effectivement, YouTube est en train d'expérimenter ça. Quand vous allez mettre une vidéo en pause sur YouTube, vous aurez une pub. Voilà, pause égale publicité. Alors, je ne sais pas si c'est une publicité vidéo ou si c'est une publicité, un encart publicitaire fixe, mais c'est vrai que ça peut vite être un peu lourd d'avoir une pub quand on met pause. J'espère qu'en tout cas, je pense qu'ils sont pas cons et ils ont pas mis de l'audio. Parce que si tu mets pause dans une vidéo, t'as pas envie d'avoir un truc qui te dit NordVPN, le VPN pour les petits et les grands. Non, je pense qu'ils sont pas cons et qu'ils ont prévu sûrement un encart qui va être une image ou une petite animation, mais pas un truc avec de l'audio. Voilà. On apprenait il y a quelques jours que YouTube avait ouvert une chasse aux bloqueurs de publicité sur sa plateforme. Effectivement, pour échapper aux 30 secondes de vidéo, il faudra donc s'abonner à YouTube Premium. Alors pour l'instant, c'est pas encore effectif, hein, cette chasse aux bloqueurs de publicité. En tout cas, je sais pas dans le chat si vous avez encore des choses qui ont changé là-dessus. Mais voilà, bon, l'article est un petit peu court, c'est dommage, j'aurais aimé une analyse un petit peu plus poussée. Mais bon, on voit effectivement que bon, YouTube a une forme forcément de monopole, hein, c'est un peu le seul canal aujourd'hui pour regarder vraiment des vidéos sur Internet. Oui, il y a d'autres médias, mais globalement tout est centralisé sur YouTube. Le fait de rajouter de la pub pour moi est pas... Alors c'est un signe pour augmenter ses profits, voilà, c'est une entreprise, le but c'est d'augmenter les profits, mais c'est... ça montre un truc, ça montre quand même que pour l'instant, YouTube n'a pas réussi vraiment à convertir les gens à son YouTube Premium. Parce que si c'était le cas, ils n'auraient peut-être pas besoin de mettre en place plus de publicité. Donc voilà, ouais, c'est... On va voir un peu ce que ça va donner. Je vais vous lire un peu dans le chat après. Mais est-ce que vous, 30 secondes de pub, ça peut vous embêter au point de réduire votre consommation de YouTube? Ouais, je réfléchis. Je sais que moi, la pub le plus pénible, c'est surtout quand on écoute de la musique sur YouTube. Parce que ça m'arrive d'écouter des concerts, ça m'arrive d'écouter des choses comme ça. Donc, à niveau musique, la pub me gêne énormément. Par contre, niveau vidéo, si c'est des vidéos longues, c'est chiant, hein, je dis pas que c'est pas chiant. Si, quoique, si, c'est pénible. Parce que j'avais, quand j'étais à Toulouse, on avait regardé un replay de vidéos avec mon pote Edraf. Et mon pote Nico, et effectivement on avait regardé une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie, et c'est vrai que des coupures pub toutes les 5-10 minutes, c'était un peu pénible quand même. Bon, ouais. Clairement ça va me dégoûter, carrément si j'avais pas le premium j'utiliserais pas. Je suis déjà passé premium pour la pub, ouais, mais c'est... Voilà, le but aussi de Google derrière, hein, c'est de vous, voilà, c'est de vous inciter, de rendre les choses très agaçantes pour effectivement que vous preniez du premium. Et que les gens commencent à mettre la main à la poche, et d'une certaine façon, moi c'est un truc dont j'ai toujours un peu milité, entre guillemets, hein. Je trouve qu'on s'est vraiment habitué à du trop gratuit sur Internet. Et je sais que certains disent oui, mais c'est ce qui permet à Internet d'être accessible à tout le monde. Et je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais c'est ce qui fait aussi que... ouais, en fait, on a de la pub qui est vraiment partout. Et que aussi, au final, même si on paye pas avec nos sous, on paye avec notre data. Et presque, est-ce que c'est pas plus problématique de payer avec de la data, d'être pisté, surpisté? Ça se débat. C'est pas tellement la longueur de la pub qui gêne, c'est plus la fréquence, c'est quand toutes les 5 minutes, ça casse trop le rythme de visionnage. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est très très pénible ça. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Ouais, non, mais il y a un petit peu de ça. Internet, ça a toujours été gratuit, les pubs, c'est un fléau. Mais ça, c'est faux. Internet n'a pas toujours été gratuit. Les protocoles d'Internet sont utilisables, mais rien n'a jamais été gratuit sur Internet. Tous les forums, tous les sites qu'on consultait où il y avait moins de pubs, ça n'a jamais été gratuit, hein, et les gens payaient la bande passante. Je remonte un petit peu dans vos messages, hein. C'est le créateur qui choisit s'il met des pubs ou non. Certaines chaînes en mettent 0. Alors tu peux choisir la fréquence de la publicité, mais si tu peux aussi, en général, si tu laisses par défaut, YouTube en met aussi pas mal. Mais il y a pire dans le genre, il y a Canal+ qui met des pubs alors qu'on paye un abonnement assez cher.
Oui, bah en plus, ça, oui. Si tu payes un abonnement et que t'as des pubs en plus, c'est un peu compliqué quand même. En Suisse et en Belgique, on adore les pubs en allemand ou en néerlandais sur des vidéos francophones. Ah oui, c'est vrai que tu dois avoir ce problème, Yves Castel, c'est vrai. Bah moi, je m'endors sur des livres audio sur YouTube, ça va être rude. Voilà, je te dirais presque, télécharge-les tes livres audio et écoute-les en offline. 30 secondes de pub, c'est relou, surtout quand tu as une vidéo qui fait 2 minutes 30. Après, YouTube est quand même plutôt malin là-dessus. C'est rare qu'ils vous mettent des pubs très très longues sur des vidéos très très courtes. Parce que YouTube a quand même un intérêt aussi, faut pas l'oublier, mais YouTube a un intérêt à ce que vous restiez sur la vidéo. Sans compter sur la sponsor dans la vidéo en plus. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas oublier ça, mais aujourd'hui, il y a les pubs avant, il y a les pubs au milieu, il y a les pubs après. Et il y a les pubs en interne du sponsor de la vidéo que le youtubeur a pris. Donc c'est vrai que tout ça mélangé, ça fait beaucoup de publicité. Et c'est pour ça que je vous disais que moi je trouve que Internet, on a oublié que les choses avaient, avec Internet gratuit, très gratuit, on a oublié que les choses avaient de la valeur. Et que en fait vous payez aussi, vous payez avec votre pistage et tout, mais vous payez, et je vais dire un truc qui va peut-être vous paraître bizarre, mais vous payez avec votre temps de vie. Si on réfléchit comme ça, je trouve que ça permet de mettre des choses un peu en perspective, mais quand vous regardez de la pub, vous payez avec du temps de vie. 30 secondes, plus 15 secondes, plus 20 secondes, plus 10 secondes, plus machin, cumulez ça sur une échelle de plusieurs années, vous avez probablement passé des jours et des jours et des jours et des jours à regarder de la pub. Vous payez avec du temps de vie. Ces derniers temps, j'ai des problèmes sur YouTube. Sur les vidéos longues en 720p, j'ai des frises impassable. Ah oui, impassable. Ok, oui. À certains moments, donc il rajoute plus de pubs au lieu de réparer la plateforme. Ah, moi, j'ai pas de problème. YouTube fonctionne à peu près ok. Celui qui a décidé ce truc de pause, je trouve ça un peu idiot car généralement quand tu mets pause, c'est pour ne plus suivre ce qu'il y a devant tes yeux. Tu sais, la pub, et là Jérôme a raison, hein, la pub elle est pas là pour vous faire plaisir. La pub, si elle est discrète, elle a pas de valeur. C'est vraiment très important de l'avoir en tête, ça aussi. Mais oui, pause expérience, ça me fait beaucoup rire aussi. Pour moi, perso sur Twitch, uBlock plus refuser les cookies, ça a supprimé beaucoup de pubs. Régulièrement, quand ils me proposent d'accepter les cookies, quand je les accepte, je vois tout de suite la différence. Ok, moi j'avoue que je refuse quasi systématiquement les cookies. Vu la qualité des pubs sur YouTube par rapport à celles sur la télé, en vrai, j'ai pas l'impression que ça marche ces pubs. Alors, la publicité fonctionne toujours. Alors oui, après, il y aura des pubs de jeux mobiles un peu bizarroïdes. Oui, là, ok, je peux comprendre que ça ne fonctionne pas. Mais la publicité, en règle générale, même quand vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Ça amorce votre esprit. Le simple fait d'avoir une petite pub, même, c'est con, mais vous n'êtes jamais demandé pourquoi il y avait autant de matraquage NordVPN. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi NordVPN fait ça? C'est qu'aujourd'hui, quand vous pensez à un VPN, vous pensez systématiquement en premier à NordVPN. Ou si je vous dis jeu mobile, là, aujourd'hui, si vous êtes gros consommateur de YouTube et si je vous dis jeu mobile, vous pensez immédiatement à Raid Shadow Legends ou à War of Tanks, là où je sais plus quoi. Le but de la pub, c'est pas que de déclencher l'achat, c'est de vous amorcer dans votre esprit une idée. Un truc, un produit, quelque chose comme ça. C'est ce que fait Coca très bien. Coca, ils font de la pub, pas pour vendre du Coca, mais ils font de la pub pour vous amorcer, pour que vous ayez toujours en tête que Coca, c'est la boisson de la détente, c'est la boisson des bons moments, c'est la boisson quand il fait chaud, le Coca, bam, etc. Tu penses à Doodle Jump, Flonflon. Tu es vieux, Flonflon, Doodle Jump, c'est fini, il faut que tu l'acceptes, fils. Mercurochrome, le pansement des héros, ouais, bien sûr. Voilà, non mais n'oubliez pas, hein, c'est vrai que c'est une perte de temps, ces pubs qui ne m'intéressent jamais. C'est du temps de vie. J'avais eu 6 mois gratuits de YouTube Premium grâce à mon pass Xbox Game Pass, c'était magnifique. Je voulais passer à Premium mais je trouve ça encore trop cher pour la qualité. Ah, vous trouvez Premium trop cher? Question sincère. En fait, moi j'essaye de pas forcément me laisser avoir par mes impressions. Je préfère toujours me dire sur quel réseau je passe le plus de temps. Et je pense que s'il y a bien un réseau sur lequel je passe le plus de temps, c'est bien YouTube. Et donc c'est pour ça que je suis plutôt ok de payer pour du YouTube Premium. Là où par exemple, vous voyez Netflix, alors là avec ma copine, donc c'est pour ça qu'on le laisse pour l'instant, elle regarde plus.
Mais Netflix, ça me fait un peu chier. Je suis pas beaucoup sur Netflix et payer aussi cher pour Netflix, ça me saoule. Ouais, ça saoule d'avoir au milieu des pubs un youtubeur qui raconte des trucs, ça casse le rythme. Exactement. Je le prendrais si on pouvait juste avoir YouTube sans pub. J'en ai rien à faire de YouTube musique. Bah, tu vois, Fanatics, moi, je suis un peu. J'ai un peu test YouTube musique et j'en suis assez content au final de YouTube musique parce que je suis une personne qui. Bah, c'est ce que je vous dis, hein, j'écoute beaucoup de vidéos. Je sais que Flonflon, on avait déjà eu cette discussion. Je fais partie des gens qui écoutent beaucoup de musique sur YouTube. Beaucoup de concerts, par exemple, j'ai écouté un nombre incalculable de fois le concert de Parcells, que j'aime énormément. J'ai écouté un nombre incalculable de fois le Tiny Desk, par exemple, de Dua Lipa, que je trouve vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? C'est George Duke. Il y a un live exceptionnel de George Duke où il est en trio, avec notamment le guitariste de Michael Jackson. Tu vas la voir, c'est un des Johnson Brothers, il me semble, Flonflon, toi qui es meilleur que moi en musique. En fait, j'écoute énormément des lives comme ça. Je sais que le son est pas au top du top, mais je suis vraiment quelqu'un qui écoute beaucoup de lives et c'est un truc qui me manquait trop sur Spotify. Et j'adore YouTube Music pour ça, plus le fait d'avoir les morceaux classiques. Par contre, voilà, le système l'interface est un peu moins bien que Spotify, mais je m'y fais. Mais je comprends que vous vouliez pas YouTube Music, définitivement. Et je comprends pas pourquoi YouTube ne propose pas un YouTube. Mais ils ont pas un forfait uniquement YouTube sans pub. Mais moi, ça me permet de pas payer Spotify aussi. Donc en fait, j'y gagne un peu. YouTube Premium. C'est quoi les forfaits aujourd'hui? Premium. Voyons voir. Oui, c'est Premium Lite, non? Ça existe? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent pas, mais vous me mettez le doute. Il y a bien un Premium Lite, hein? Ouais, ouais, ouais. La version Premium Standard existe toujours, blablabla. Attendez, je vous montre. YouTube propose désormais un nouvel abonnement Premium Lite affiché à 7 € par mois. 7 € par mois, c'est un peu cher quand même. Mais si ça paraît avantageux, l'abonnement Premium Lite coûte plus de 50% du prix de l'abonnement de base, tout en offrant seulement un quart de ses avantages. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un... Ouais. Affranchi des publicités, mais également d'écouter vos vidéos en arrière-plan, de télécharger les contenus. Attends, le Premium Lite, tu peux pas télécharger les vidéos en offline? Ah ouais, ces 3 dernières fonctionnalités ne sont pas prises en charge par l'abonnement YouTube Premium Lite. Putain, c'est nul. Putain, mais Google, faites au moins les téléchargements offline, je sais pas, c'est chelou. C'est pas en place en France? Ah, ok. Alors peut-être que je dis de la... mais Turbo, ça enlève pas les pubs sur Twitch. Ouais, il y a Twitch Turbo, mais qui est pas très connu, Twitch Turbo. Merci Nabil pour le sub. Merci ChianFR aussi pour le sub. Et WNilo70. Picarflo aussi, je vous ai pas remercié. Heroes. Labrique76. Putain, mais j'en ai raté pas mal. Merci beaucoup. Merci pour vos subs. Merci Bailang06. Merci beaucoup. Arrêtez avec le... Oui, oui, je suis d'accord avec collègue. Je sais que beaucoup sont très fiers d'avoir un VPN pour payer moins cher. Bon, oui, vous pouvez utiliser ces techniques-là, mais en fait, ça enlève pas le débat. Utiliser des VPN, c'est vraiment pour des personnes qui s'y connaissent bien, dans le sens où monsieur et madame tout le monde ne va pas être concerné par un VPN. Et j'essaye, quand on fait les articles, de penser aussi un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, oui, le VPN peut être une solution pour payer moins cher. Mais bon, il y a une forme de contournement qui me saoule un peu. Voilà. Même si, voilà, je veux pas être hypocrite, c'est un truc que je me verrais très bien faire, c'est pas, voilà, je vais pas mentir. Mais je suis quand même content de payer le forfait famille français officiel. Voilà. Je suis quand même content d'être un peu dans les clous. Je trouve ça même plus simple en fait. Je viens de voir mes statistiques YouTube Premium, j'ai gagné 140 heures. On peut... Comment tu l'as fait, Tid? On peut voir le nombre d'heures que tu n'as pas passé dans la publicité? Pas de scrupule à détourner Google. Ouais, juste... En fait, je suis d'accord, hein, vous savez que Google, c'est pas une entreprise que je porte énormément dans mon cœur, mais je suis toujours un petit peu, dubitatif du côté « Ah, je les ai bien niqués ». Bon.
jusqu'au jour où peut-être un jour tu montes un service, un truc, machin, et quand tu verras les gens détourner ce que tu as produit et que... Enfin, voilà. Je trouve que c'est pas forcément une philo très cool. Mais après, je vais pas vous juger, hein, encore une fois. Disons que j'en serais pas fier. En fait, je serais en mode, bon, bah voilà, je le fais, mais je vais pas me la péter. Euh, Clique sur ton profil YouTube et va sur Avantage Premium. Ah, on peut faire ça? Ok, attendez, je vais regarder ça. Clique sur ton profil. Alors, ton profil, c'est où? Tac, 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 tac. Dans Paramètres? Je voudrais juste voir. C'est où que vous le voyez? Gère votre compte Google. Ah, vos avantages premium. Ok, oui, oui, en cliquant en haut à droite. En gros, quand vous êtes sur l'accueil de YouTube, vous cliquez sur votre petite icône tout en haut à droite. Je suis à 1000 heures de vidéos sans publicité, moi. Mais ils disent pas par contre le nombre de... Ouais, ils disent pas par contre le nombre de pubs qu'on a économisé. Ok, mais moi je suis à 1000. Jusqu'à présent, je suis membre depuis 2021 et jusqu'à présent j'ai maté 1000 heures de vidéos sans pub. Ok, 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 ok. Très bien. Bon, on va passer au second article, sinon on va pas avoir le temps de tout faire. T'as 400 heures flonflon, 1080 heures. Tu dis quoi, Walex Prod? Attendez, il y a une petite discussion là. Ah oui, ça discute. Ah oui, ça discute de Twitch Turbo, ouais. Oui, effectivement. Si vous êtes un gros consommateur ou consommatrice de Twitch, effectivement, le Turbo, c'est bien. Je crois que Flonflon, il est sur Turbo. Il me semble que tu m'en avais parlé, Flonflon. Que toi, tu étais sur le Turbo et que tu en étais assez content pour effectivement éviter d'avoir de la pub partout sur Twitch. Peut-être un truc qu'il faudrait que je fasse. Parce que c'est vrai que, bah, en fait, moi, il y a un sub que je garde sur Twitch, c'est Jean Massier. C'est la seule personne à qui je sub parce que j'ai envie de soutenir, même s'il y a plein de créateurs et créatrices que j'ai trop envie de soutenir. En fait, quelqu'un qui fait de la politique sur Twitch, je trouve ça tellement... je suis très fanboy hein, de gens, voilà. Mais non, disons que quelqu'un qui fait de la politique, je trouve ça tellement rare et qui arrive à fédérer une communauté autour de ce sujet-là, que en fait j'ai vraiment envie de contribuer à une chaîne qui fait de la politique, qui je trouve qu'en plus en ce moment est d'autant plus importante avec les actualités qu'on a. Donc c'est le seul sub que je garde, mais c'est peut-être pas con de transformer ce sub en YouTube en Twitch Turbo. Voilà. Parce qu'effectivement, bah, je peux pas dépenser 46 subs partout, quoi. Enfin, au bout d'un moment, pour le coup, j'ai pas envie de dépenser plus de 5-6 euros par mois dans Twitch, définitivement. Donc pour l'instant, je les mets chez Jean Massier, mais est-ce que je les décalerai peut-être sur un Twitch Turbo, peut-être? Les politiques, tous les mêmes. Très bien. Salut Neru, c'est vraiment pas mal Turbo. Après, l'inconvénient, c'est que tu soutiens que Twitch. Est-ce que ça génère pas plus de revenus pour les créateurs? Je sais pas. Bon, allez, on avance dans les articles et on va parler d'un sujet assez important également. Vous la sentez l'image générée avec Midjourney? Voilà, ça se voit direct. Hein. Généré par une IA. Putain, mais c'est quoi ce logo là? Cette pastille? Waouh, j'avais jamais vu cette pastille, elle est un peu bizarre. En bas à droite. Ouais, vous la voyez pas, il y a mon écran dessus. Un peu cheapos, cette pastille IA là. Bon, bref. Donc, on va parler d'un sujet assez important. On va faire un peu de prévention ce matin et je vous invite vraiment à en discuter avec si vous êtes parents, mais pas que, hein, d'ailleurs, ça peut vous concerner aussi complètement. Pourquoi tu dis premium? Non, je dis premium. Premium. Non, je dis premium. Premium. Ouais, c'est vrai que je dis un peu premium, je sais pas. Je sais pas, Nabil. Voilà. Merci pour ton sub en tout cas. Merci beaucoup. Alors, les cybercriminels font référence aux réseaux sociaux dans les mails de chantage à la webcam ou aux photos compromettantes pour tromper leurs victimes. Certains vont jusqu'à introduire des mots de passe. C'est assez fort hein, ce qui se passe, vous allez voir. Merci Fabrice pour ton sub, 27e mois d'abonnement, merci énormément.
Certains vont jusqu'à introduire des mots de passe authentiques dans le message pour renforcer sa crédibilité. C'est ça qui est assez fort. C'est que maintenant, les cybercriminels, vu qu'ils ont accès globalement, plein de mots de passe que vous avez en leaké, hein, il faut le savoir, et ils vont récupérer ces mots de passe et les inclure dans le mail pour vous donner l'illusion qu'ils sont crédibles et qu'ils ont accès à vos comptes. D'où le fait, je sais que c'est très chiant et que personne ne le fait, mais d'où le fait d'avoir des mots de passe différents pour chaque site, d'où le fait de changer au moins tous les ans ou 2 ans vos mots de passe. Voilà. C'est quand même assez... Ou d'avoir de la double authentification, enfin vraiment faites super gaffe. La sextorsion est plus que jamais d'actualité. Donc faire de l'extorsion avec de la drague et des photos à caractère sexuel hein, est plus que jamais d'actualité et les premières cibles seraient les mineurs. Tu vois, Yves Castel, tu disais que c'était les personnes plus âgées, mais a priori non. Le National Center for Missing and Exploited Children, le NCMEC, une organisation non lucrative américaine, alerte dans un rapport publié début mai sur les chantages aux photos et vidéos sexuelles envoyés aux adolescents. L'étude révèle une augmentation de 82% des signalements concernant des tentatives de séduction en ligne d'enfants, je ne sais pas si le mot enfant est le bon ici, plutôt d'ados, avec en ligne de mire l'objectif de les faire chanter. L'un des facteurs contributifs à cette croissance a été une augmentation alarmante des sextorsions financières, précise l'organisme. La justice américaine avait déjà signalé que 3000 mineurs avaient reçu des messages de sextorsion en 2022, rapporte la chaîne CNN. Donc là, on a un exemple de mail hein, qui dit « Comme vous l'avez remarqué, je vous ai envoyé un mail depuis votre compte de messagerie. Cela signifie que j'ai un accès complet à votre compte de messagerie. Je t'observe depuis des mois. Vous avez été infecté par un cheval de Troie, blablabla. Un trojan me donne un accès et contrôle complet à votre appareil, etc. etc. » Désolé, il y a des travaux à côté de chez moi. Les jeunes générations, y compris les mineurs, sont de plus en plus nombreuses à avoir accès aux réseaux sociaux et restent vulnérables face à ces pratiques criminelles. Les messages font ainsi référence à de prétendues images qu'ils auraient partagées sur Instagram ou TikTok. Si les malfaiteurs parviennent parfois à pirater les comptes pour les faire chanter ensuite, il s'agit le plus souvent de campagnes destinées à créer un effet de panique. Oui, voilà, en règle générale, il n'y a pas de hack à proprement parler, hein. Voilà. Chez les destinataires pour leur soutirer de l'argent. Un rapport du Sénat publié en 2020 donnait l'exemple de 2 jeunes Français de 21 ans reconnus coupables d'une vaste opération en 2019. Le duo de malfaiteurs avait envoyé des millions de messages électroniques de chantage à la vidéo intime. Ils avaient fait une campagne tout simplement en spammant plein de monde. C'est une technique, hein, c'est la technique du fusil à pompe, on tire un peu n'importe comment, mais il y a de temps en temps une balle qui touche. Ils ont fini par être arrêtés après le signalement de 28 000 personnes, dont plus de 2000 d'entre elles ont déposé plainte. Le dépôt de plainte est d'ailleurs la réaction la plus recommandée par les experts. Donc ça c'est intéressant, je croyais que c'était plus de signaler sur Pharos et ce genre de plateforme. Mais apparemment il y a des experts qui disent que le dépôt de plainte c'est ce qu'il faut faire. Moi ça m'étonne un peu parce que j'ai un peu la sensation que déposer plainte ça spamme un peu la justice. Mais bon, a priori c'est ce qu'il faut faire. Cette méthode joue sur la peur, la crainte d'être affiché honteusement sur le web. Il est possible que vous n'ayez rien de compromettant, mais dans le doute, vous risquez de tomber dans le piège anxieusement. Seulement une victime sur 3 signale ces messages lorsqu'elle les reçoit. Le premier geste devrait être de contacter les forces de l'ordre. De fait, cela aide déjà à se sentir moins seul, nous explique Jel Wieringa, expert en sécurité pour la société KnowBe4. Ok. Avec la multiplication des fuites de données, les malfaiteurs ont ajusté leur méthode pour apporter plus de légitimité à leur campagne. Notamment, et ça c'est hyper intéressant, nous avons remarqué que les cybercriminels ont tendance à ajouter des mots de passe authentiques dans les mails envoyés aux victimes. Des bots permettent assez facilement de retrouver un code secret à partir d'un mail issu d'un leak. Donc ça, effectivement, ça donne un effet de panique encore plus fort, d'autant plus si vous avez un même mot de passe partout. Parce qu'imaginez qu'un hacker vous donne le mot de passe, vous vous dites putain mais c'est le mot de passe que j'utilise sur mon Google, sur mon Hotmail, sur mon compte Steam, etc. En fait ça crée une vraie panique et on a vraiment l'impression que la personne vous a complètement hacké quoi. Et nous, là dans le chat on est un peu sensibilisés et tout, mais imaginez vous avez 14 ans, vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique, et là vous recevez un mail qui dit je t'ai vu, en gros ce que ça veut dire c'est je t'ai vu te masturber avec la caméra de ton téléphone, je connais ton mot de passe. J'ai des photos compromettantes de toi. En plus, oui, n'oubliez pas qu'en générant des images avec IA, on peut faire des trucs pas ouf. Hein. Maintenant, paye ou je révèle des trucs. Et vous imaginez, quand vous avez 14 ans, vous recevez ça, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et d'ailleurs, il y a des histoires très sordides d'ados qui ont reçu ça et qui, derrière, on
on va dire, mentalement pas supporté. Pour les cybercriminels, c'est assez rentable. Le message ne contient pas de pièce jointe. Ils parviendront donc à passer à travers le filtre anti-spam d'une messagerie. Des mots de passe peuvent être retrouvés assez aisément, hein, bien sûr. Sans surprise, les conseils pour éviter de faire face à ces situations sont classiques. Déconnectez votre webcam et même votre microphone si vous voulez renforcer votre protection. Ouais, mais bon, enfin, quand tu es sur un ordi portable ou un smartphone, tu peux pas déconnecter ta webcam et ton microphone. Je suis pas très fan de ce conseil. Je trouve que ça fait un peu conseil magique, mais qui en fait, je trouve... fait un peu... pour le coup, je trouve que ce conseil est un peu déconnecté des ados, quoi. Un ado, et je vais être encore une fois cru, mais quand un ado ou un jeune adulte fait ses affaires, bah aujourd'hui il le fait en regardant probablement des vidéos sur son smartphone. Donc en fait la webcam et le microphone, en fait normalement n'enregistrent rien, mais c'est fait depuis le téléphone. Donc en fait la webcam et le micro ils sont là quoi. Si un mail contient un lien, ne cliquez pas. Bon ça d'accord, hein, toujours la règle d'or. Et enfin, si vous voulez envoyer des photos, arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux. Ça, par contre, il y a encore une fois une vraie prévention à faire là-dessus. Effectivement, voilà, aujourd'hui, il ne faut pas être naïf, les ados et les jeunes, enfin plein de gens envoient des photos coquines, hein, il faut dire les termes. Mais par contre, il faut faire de la prévention là-dessus en disant, mais quand vous envoyez des photos comme ça, par pitié, ne le faites pas sur des réseaux sociaux, quoi. Faites-le sur des messageries chiffrées, type Signal, type Telegram, mais attention de bien faire la messagerie chiffrée, parce que c'est pas par défaut sur Telegram. Faites-le sur des messageries comme ça. Ne le faites pas sur des Snapchat, sur des Instagram et tout. Il n'y a pas pire que ça. Hein. Le bon vieux MMS, ça n'a pas de prix. C'est pas du tout un bon conseil. Les MMS, c'est pas chiffré du tout. Donc non, MMS, surtout pas. Merci Localise pour ton 13e mois. Merci beaucoup. Ah non, les MMS, c'est pas du tout chiffré. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà reçu des mails comme ça. Moi, j'en ai déjà reçu, hein, des mails qui disent « Oui, on a vu que tu étais pédocriminel, gna gna gna. » Et c'est des trucs de gendarmerie complètement mal faits. Ça fait rigoler, mais effectivement, je pense qu'il y a des gens, ça fait paniquer, je pense, bien sûr. Merci Jimmy Lafleur, content de te voir ici dans le chat. Merci pour ton 32e mois et ta fidélité. La prévention a ses limites. Le mieux, c'est d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Oula, tu peux pas interdire les réseaux sociaux aux mineurs. De toute façon, à Liu, s'il y a bien une règle, c'est que plus tu interdis quelque chose, plus les ados auront envie de le faire. Non, l'interdiction... au contraire, on sait bien que justement, on sait bien que c'est la prévention qui fait que les choses s'améliorent, pas l'interdiction. Et tu as ça dans plein de... Tu as plein de chiffres, notamment dans tout ce qui concerne la sexualité. L'interdiction ne fonctionne pas. Quand tu regardes les chiffres, par exemple, l'interdiction, l'abstinence ne fonctionne pas. Il y avait des stats qui montraient que les États américains où l'abstinence était enseignée aux mineurs, c'était les États où il y avait le plus de grossesses non désirées. Voilà. Donc non, l'interdiction ne fonctionne pas. Je regarde un peu vos messages, hein, je remonte. C'est un problème de prévention et il nous faut informer. T'es lycéenne, ok, bienvenue à toi Wixonic, pardon. Il faut nous informer, mais on n'a presque aucune prévention dessus aussi, donc les gens font pas attention ou tombent dans le panneau. Mais c'est intéressant, si t'es toujours dans le chat, comment tu le vis toi au quotidien, tous les réseaux sociaux comment ça se passe pour toi? Parce que voilà, nous sur Nowtech on n'est plus du tout lycéens, tu t'en doutes. Moi à l'époque, quand j'étais au collège-lycée, on avait quand j'étais au collège-lycée, c'était l'arrivée du premier iPhone, donc on n'était pas du tout dans ces problématiques-là. Il y avait déjà des histoires de photos qui tournaient et tout, mais je veux dire, c'était à des échelles bien moindres. Ouais, je serais curieux d'avoir un peu ton témoignage. Merci Attila, merci Pasgus pour vos subs, merci beaucoup. C'est vrai qu'avec du recul, pourquoi faire chanter des enfants qui n'ont pas d'argent? C'est une question intéressante. C'est vrai que là, pour le coup, ils disent que c'est les mineurs qui sont les plus victimes. Je pense que les mineurs sont pas forcément ceux qui payent, mais les mineurs sont les plus victimes mentalement. J'imagine qu'il y a quelque chose comme ça. C'est pas précisé dans l'article. Si je clique un peu sur l'hyperlien, voir. Les mineurs auraient toujours le droit d'en créer un, blablabla. Ok. Ok. Non, j'ai pas l'info. Ok.
J'ai reçu ce mail, mais je ne l'avais vu que des mois parce qu'il est tombé dans ma boîte spam. Ouais, moi je consulte assez ma boîte spam parce que des fois on a des mails pro qui tombent dedans. C'est les parents qui payent, je suppose. En fait, le truc, c'est que je me vois mal, étant ado, dire à mes parents, j'ai reçu ça, faut payer, quoi. Je sais pas. Une chose que je ne comprends pas, c'est qu'on ne sensibilise pas assez sur la méthode de répression ou du signalement de ces sites ou numéros d'arnaque. On ne sensibilise pas assez. Oui, tu veux dire de comment on lutte contre ça, peut-être? Ça manque un peu, peut-être, d'affiches dans les rues, de messages à la télé, de choses comme ça. Ouais, ce serait bien. Ils peuvent gratter l'argent à leurs parents et comme ils pensent que c'est humiliant, ils vont inventer des histoires pour avoir la thune et pas forcément parler des mails. Ah, mais complètement, ça c'est possible que ça arrive. Mes ados ont tous eu de la prévention, vie privée, sécurité sur internet à l'époque du collège. Ok, cool, c'est bien ça. Vaut mieux sensibiliser les jeunes et moins jeunes. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de raconter des vraies histoires et pas juste tenter de faire peur. Oui, enfin, c'est de faire de la sensibilisation. Hein. Bonjour, en vrai, le mail qui tourne en mode une plainte a été déposée contre vous pour des faits de pédocriminalité. T'as beau ne pas être concerné et être adulte, ça fait quand même flipper. Ah bah oui, 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 oui. Bah de toute façon, quand t'as un mail où il y a marqué gendarmerie nationale, bon, t'as quand même toujours une petite goutte de sueur. Mais après, tu fais ah oui, ok, c'est un spam. Je regarde un peu. Un message. MMS pas chiffré, mais va craquer le réseau 4G. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas, je vous conseille pas d'envoyer des photos coquines par MMS. Hein. WhatsApp non plus. À une époque, au boulot, on en recevait des tonnes en anglais, sans leak de mot de passe. Ouais, je trouve que le leak de mot de passe, c'est quand même malin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez malin. L'interdiction, c'est souvent une mauvaise solution. Il y a un peu un côté déni dans le sens où c'est interdit. Donc maintenant, tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Personne n'en parle et ceux qui bravent l'interdit consomment sans aucune éducation, connaissance, prévention. Mais définitivement, il faut pas faire de l'interdiction. Il faut faire de la prévention. Tu vas pas interdire des ados. L'adolescence, c'est le moment dans ta vie où tu as le plus besoin de connexion sociale. Ou de t'affirmer au niveau de ton identité. Donc interdire les réseaux sociaux ou Internet globalement, quand tu es ado, c'est en fait aujourd'hui, en 2023, c'est détruire la construction sociale des adolescents. Tu peux pas. Un ado, il a besoin de se connecter aux autres. Et pas que les ados d'ailleurs. Mais on va dire que l'adolescence, c'est vraiment le moment où c'est encore plus important. Carte bancaire, argent de poche. Je sais que personnellement, dès que mon fils aura l'âge, il en aura une pour qu'il puisse apprendre à gérer ses sous. Non, mais c'est bien, mademoiselle, je suis d'accord avec toi, mademoiselle Sem. Paradoxalement, je pensais que le coup du mot de passe marcherait mieux pour se faire passer pour le banquier. Oh, bah je pense que c'est utilisé, probablement utilisé par beaucoup. Allez, je prends ton dernier commentaire, Loupiote. Personnellement, ça me rappelle combien de personnes ne passent pas le pas d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, alors que c'est génial comme outil. En fait, c'est simple, tant que tu n'auras pas de campagne officielle de l'État français, pour dire aux gens utilisez un gestionnaire de mot de passe et que les gens en discutent un peu à la poste café, tu n'auras pas d'évolution là-dessus. Pour l'instant, les gestionnaires de mot de passe, c'est très technophile. C'est très entre nous, on sait que c'est bien et tout, mais en fait, va dire à monsieur ou madame Michu de changer, de plus avoir ses mots de passe sur un petit carnet ou dans la tête et d'utiliser un gestionnaire. En fait, ça rajoute une charge mentale et il y a beaucoup de gens, pour eux, l'informatique, c'est déjà une charge mentale. Tu leur rajoutes un logiciel supplémentaire, ça s'installe, machin, ils comprennent pas. Enfin, tu vois, c'est une charge mentale énorme. Mais quelqu'un, la prévention, c'est une question de génération. Nous sommes fin trentaine, début quarantaine et nous mettons bien en garde notre fille de 16 ans. Ses copines avec des parents plus âgés ne font quasiment pas de prévention. Parce que tu vois, Michael Kavin, en fait, tu suis le mug et donc tu es probablement quelqu'un de sensibilisé aux problématiques de l'informatique, mais de la technologie. Mais effectivement, tu as plein de parents qui sont pas dans l'informatique et pour eux, tu vois, ils savent pas. Donc on peut pas leur en vouloir. Tu peux pas... tu peux pas leur en vouloir, mais moi j'aime bien faire le parallèle avec le préservatif. En fait, le préservatif, si tu fais pas de prévention pour dire, faut systématiquement un préservatif notamment pour les premières relations, mais en fait, si personne te l'a dit quand t'es ado, tu le sais pas. Et c'est comme ça qu'effectivement, t'as niveau sexuel, t'as des grossesses non désirées, t'as des MST qui se transmettent, et t'as des
voilà quoi, t'as des trucs pas ouf du tout. Donc effectivement, il n'y a que la prévention, il n'y a que le fait de systématiser des choses dans la tête, des messages de prévention, pour faire des sujets, pour un peu aller sur un terrain différent. Les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est un message simple, mais qui a bien marché pour beaucoup de monde. Ne pas forcément prendre des antibiotiques tout le temps pour rien. Voilà. Je suis relativement à l'aise avec l'informatique et je galère avec mon gestionnaire de mots de passe. Ok. Bah écoute, pourtant il y en a des pas si compliqués, je trouve. Comment je peux faire pour adhérer à mon entourage l'utilisation d'une messagerie chiffrée comme Signal? Jusqu'à présent, j'ai pas réussi. Bah en fait, Mingus, le problème, c'est que moi, globalement, j'ai à peu près réussi. Mais il faut que les gens soient un peu... ils mettent un peu du leur. Et c'est compliqué de faire migrer des gens sur des messageries différentes. Je trouve à la limite que faire passer les gens sur WhatsApp est déjà une bonne étape. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont déjà WhatsApp. Et WhatsApp est un peu mieux chiffré que Messenger ou d'autres messageries. C'est déjà pas si mal. Maintenant, Signal, c'est le mieux, mais bon. Allez, on va avancer dans les articles et on va parler d'HP. Voilà, on va faire cet article un peu rapidement, mais juste, j'aime bien taper sur HP parce qu'ils sont un peu chiants avec leur espèce d'obsolescence et leur verrouillage logiciel un peu pénible. HP bloque les imprimantes qui utilisent des cartouches d'encre d'autres marques. Les constructeurs d'imprimantes rivalisent d'ingéniosité pour forcer les utilisateurs à utiliser leurs cartouches d'encre vendues au prix de l'or. Prix d'or. Prix de l'or. Peu étrange. HP fait de nouveaux polémiques en empêchant le bon fonctionnement de ses imprimantes suite à l'utilisation de cartouches d'autres marques. Donc effectivement, HP fait de nouveau parler en mal de ses imprimantes après avoir rendu inutilisables les modèles de clients qui utilisent... Les modèles d'imprimantes. De clients qui utilisent des cartouches d'encre de marques concurrentes. Cette décision, effective depuis une nouvelle version du firmware, suscite comme on l'imagine l'indignation de nombreux consommateurs. Suite à cette récente mise à jour du firmware, les imprimantes HP n'acceptent plus que les cartouches d'encre du constructeur, souvent plus coûteuses. Vous imaginez, vous achetez une HP, vous faites une mise à jour, parce que vous dites « Ah, les mises à jour c'est bien », et bam, vous pouvez plus utiliser des cartouches d'encre concurrentes. Et après on s'étonne que les gens ne veuillent plus faire des mises à jour. Des pratiques de sécurité dynamique, j'ai envie de crever, qui suscitent des critiques. Auparavant, les imprimantes HP affichaient un avertissement lorsqu'une cartouche d'encre tierce était insérée. Désormais, elles refusent purement et simplement d'imprimer. Si un consommateur tente d'utiliser une cartouche d'encre non HP, l'imprimante se bloque. L'entreprise justifie cette mise à jour par la volonté de réduire le risque d'attaque par logiciel malveillant, bien sûr. Selon l'entreprise, les cartouches d'encre utilisant des puces ou des circuits non HP peuvent présenter des risques pour les performances du matériel, la qualité d'impression et la sécurité. La compagnie distribue des mises à jour régulières pour améliorer ses services, comme l'ajout d'alertes pour certains clients lorsque leur encre est sur le point de s'épuiser. HP admet sur son site bloquer l'utilisation de cartouches concurrentes afin de maintenir... Alors, attention, vous êtes prêts pour le bullshit total? C'est parti. Maintenir l'intégrité de nos systèmes d'impression et de protéger notre propriété intellectuelle. Ah, quoique non, ils sont pas très bullshit avec propriété intellectuelle. Ok. Ça n'empêche pas que c'est une décision de connard, mais c'est pas très bullshit, protéger notre propriété intellectuelle. Au moins, ils sont en mode, oui, on veut que vous utilisiez nos cartouches à nous, voilà, allez, consommez. Mais comme on s'en doute, ces mesures ont provoqué l'indignation de nombreux clients qui se sentent floués par cette mise à jour. Les cartouches d'encre HP peuvent coûter plus du double de celles proposées par des marques tierces. Les clients qui veulent faire des économies se tournent donc naturellement vers ces cartouches. Ce n'est pas la première fois qu'HP suscite la colère de ses clients en bloquant l'utilisation d'autres cartouches d'encre. Depuis l'introduction de ces mesures de sécurité dynamique, en 2016, l'entreprise a dû verser des millions en dédommagement à des clients aux États-Unis, en Australie et en Europe. Rien que l'année dernière, HP a versé 1,35 million de dollars à des consommateurs en Belgique, en Italie, en Espagne et au Portugal, qui avaient acheté des imprimantes sans savoir qu'elles étaient équipées de la fonctionnalité de blocage de cartouches. Au Royaume-Uni, des associations de défense des consommateurs ont appelé l'autorité de la concurrence à enquêter sur le coût des encres de marque et ces fameuses mesures de sécurité dynamique, après avoir constaté que les cartouches d'encre de marques moins connues offraient de meilleurs rapports qualité-prix que les grandes marques. Voilà. Selon le groupe de consommateurs Which, les fabricants empêchent activement les clients d'exercer leur droit de choisir l'encre la moins chère et donc d'obtenir une meilleure affaire. Et même si on ne va pas épiloguer sur cet article, je trouve qu'on peut faire le parallèle avec l'App Store et avec Apple. Parce qu'il y a des gens qui à chaque fois me disent oui mais l'écosystème Apple, quand tu achètes du Apple c'est pour utiliser l'écosystème et les choses certifiées par Apple.
Mais quand c'est l'imprimante, là les gens ils me disent non mais c'est un scandale, je veux avoir le droit d'utiliser les cartouches que je veux, etc., etc. Juste pour vous montrer qu'effectivement, en fonction du contexte, il y a des personnes qui vont défendre Apple, mais qui des fois, par contre, seront très critiques envers HP, alors que fondamentalement, on est un peu sur le même genre de sujet, dans le sens où, effectivement, on achète du matériel, mais après, dans le matériel, bah, j'ai envie d'utiliser un peu ce que je veux dedans, tout simplement. Donc, ou les capsules de café, exactement. Il y a un truc de, quand vous achetez une machine à café, genre des capsules Nespresso, bah, j'ai envie d'avoir le droit, alors c'est aujourd'hui le cas, hein, mais j'ai envie d'avoir le droit d'utiliser des capsules non officielles, comme j'ai envie d'avoir le droit sur mon iPhone d'utiliser des applis non officielles, qui ne sont pas forcément installées par l'App Store, etc., etc., parce que, bah, je vais faire un slogan de merde, mais mon appareil, mon choix. J'ai déjà payé plus de 1000 boules à un iPhone à Apple, j'ai envie d'avoir le droit d'installer le software que je veux sur mon iPhone. Si j'ai envie de passer par les softwares officiels, je passe par les softwares officiels. Si j'ai envie de passer par les softwares non officiels, je passe par les softwares officiels, exactement à l'instar des imprimantes. Ou si j'ai envie d'avoir des cartouches non officielles, eh bien, je peux avoir mes cartouches non officielles. Effectivement, c'est des achats, des techniques de vente captive, etc. Et je trouve que c'est... Et je peux critiquer Windows aussi, hein, le fait sur Windows de forcer à ce point-là d'avoir un compte Microsoft sur le système, ça se débat aussi, etc. etc. J'aime ce genre de transition. Non, non, mais comme ça, les gens, ils voient bien qu'on n'est pas forcément fanboy Apple. Non, mais après, le truc, c'est qu'en vrai, c'est ce que je viens de faire, c'est un sophisme. C'est une comparaison fallacieuse dans le sens où je compare des pommes et des oranges. Comparer des imprimantes et comparer un téléphone portable, ça a des défauts. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas forcément comparables. Mais il n'empêche qu'au niveau de la technique de vente, il y a des choses à débattre. Bref, allez, on n'a pas forcément le temps d'épiloguer sur cet article. On va avancer et on va faire un autre article du Journal du Geek. Au bout de 2 ans d'inactivité, Google pourra supprimer un compte et ses données. À partir du mois de décembre, les comptes Google non utilisés pendant 2 ans pourraient être entièrement supprimés, ainsi que leur contenu. Cette mesure vise à accroître la sécurité et réduire les risques de compromission de comptes abandonnés selon le moteur de recherche. Ouais, il y a une problématique de sécurité, hein. C'est pour effectivement éviter d'utiliser d'anciens comptes Gmail aussi à des fins malveillantes. Donc c'est assez important. Les comptes Google non utilisés depuis au moins 2 ans pourraient désormais être supprimés dans leur intégralité. Donc ça sera appliqué à partir de décembre de cette année. Pour éviter de perdre ses emails ou ses photos, il faut donc penser à se connecter à son compte Google entre maintenant et la fin de l'année. Il faut noter que cette politique ne s'appliquera qu'aux comptes Google personnels et n'affectera pas les comptes d'organisation tels que les écoles ou les entreprises. Google mesure l'activité d'un compte en fonction des actions de l'utilisateur, comme la lecture ou l'envoi d'un email, l'utilisation de Google Drive, le visionnage d'une vidéo YouTube, le téléchargement d'une application sur le Google Play Store, l'utilisation de Google Search ou encore l'utilisation de se connecter avec Google. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous utilisez un compte, même si vous utilisez une microseconde, un compte Google, il ne sera pas supprimé. Ce qu'ils veulent vraiment supprimer, c'est des très vieux comptes Google qui ne sont absolument plus utilisés. Mais alors, question se pose, quid des vidéos YouTube? Parce que s'il y a des comptes Google qui hébergent des vidéos YouTube, si les comptes sont supprimés, est-ce que ça dégage les vidéos YouTube? C'est une bonne question. Pour maintenir l'activité d'un compte, Google conseille de se connecter au moins une fois tous les 2 ans. Ok, j'avance un petit peu dans l'article. Google enverra plusieurs notifications au cours des mois précédant la suppression. Ok. Alors, l'entreprise commencera par supprimer les comptes qui ont été créés et jamais utilisés. Ok, donc il y a quand même un ordre de priorité. Le but, effectivement, c'est renforcer la sécurité. Les comptes inactifs sont en effet plus susceptibles d'être compromis car ils reposent souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés. Effectivement. Google encourage fortement les utilisateurs à fournir une adresse email de récupération lors de la création du compte et s'assurer que celle-ci est à jour dans les paramètres, effectivement, pour au moins avoir l'info. Voilà pour cette petite brève Google. Je ne vais pas forcément épiloguer là-dessus, mais le but c'est d'améliorer la sécurité, de péter les comptes morts sur Google, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On va enchaîner avec un article de Geeko. Voilà, un article que j'ai un peu envie de démonter. Vous savez que tous les articles un peu alarmistes sur l'IA me sortent par les trous de nez, définitivement. Et donc on va discuter de cet article de Geeko
une entreprise britannique qui va remplacer 10 000 employés par l'IA. En fait, de toute façon, ayez un warning dans votre tête quand vous voyez un article qui dit « Oui, l'IA va remplacer 5000 métiers dans cette entreprise », ayez toujours vraiment un warning dans votre tête qui vous dit « Où est-ce qu'est la douille ?» Parce que non, une entreprise ne va pas remplacer 5000 métiers d'un coup par l'IA. L'IA aujourd'hui, même si c'est un outil que je trouve assez fascinant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, ça marche pas. On n'y est pas du tout encore. L'IA n'est pas au niveau pour encore, je trouve aujourd'hui, remplacer déjà des milliers de métiers comme ça. Je pense que d'ici 2-3 ans, oui, il y aura des évolutions d'IA qui vont vraiment changer des choses. Donc ouais, on n'y est pas encore, mais il n'empêche que c'est ce que je vous dis, hein, il est probable que ça arrive au bout d'un moment qu'il y ait des personnes qui soient remplacées par des IA, et ça posera des débats de société. Mais j'aime bien tempérer un peu les articles comme ça, parce qu'en fait, il faut un peu lire entre les lignes. Donc, une des nombreuses craintes émises par les spécialistes au sujet de l'intelligence artificielle est bel et bien en train de se produire, alors pas tout de suite. Avec l'évolution des technologies en la matière et des algorithmes qui sont de plus en plus développés, certaines entreprises n'hésitent pas à remplacer l'être humain par l'IA, bien moins coûteuse sur le long terme. C'est notamment le cas de la British Telecom, l'un des plus grands acteurs de la télécommunication au Royaume-Uni. Alors je rappelle aussi, contexte économique, le Royaume-Uni ne va pas très bien en ce moment. Face à un chiffre d'affaires en forte baisse, avec des bénéfices avant impôts en chute de 12%, l'entreprise se voit contrainte de supprimer 55 000 postes au cours des 7 prochaines années, soit un peu plus de 40% de ses effectifs. Et comme si la pilule n'était pas suffisamment difficile à avaler, l'entreprise va remplacer 10 000 de ses 55 000 emplois par de l'intelligence artificielle. Il y aura beaucoup de nouveaux services, applications, innovations et produits qui émergeront de cette IA, appuie Philip Johnson, PDG de British Telecom. Selon lui, l'essor de l'IA aiderait à créer des emplois pour remplacer ceux qui ont été perdus. Donc déjà, premier warning que j'aimerais vous partager, c'est que pour l'instant, on est sur du conditionnel, il n'y a rien de fait. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est le patron qui a dit oui, on voudrait remplacer 10 000 emplois par de l'IA. Voilà, mais il n'y a rien de vérifié, il n'y a rien de valide et c'est pas du tout, pour l'instant, c'est acté. 10 000 emplois sont remplacés par de l'IA, c'est sûr et définitif. Voilà. Nous ne serons pas dans une situation où les gens auront l'impression d'avoir affaire à des robots, rassure-t-il, ajoutant que les machines ne remplaceront jamais entièrement les humains. Il n'empêche que cette annonce pourrait bien être la première d'une longue liste du même genre, les entreprises de la tech traversant une période difficile en supprimant des postes à tour de bras. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas remplacer un humain en claquant des doigts par une IA, c'est bien plus compliqué que ça. Diffin Intelligence vous l'expliquerait bien que les IA, d'ailleurs on dit IA mais c'est un peu un faux terme, les IA sont entraînées sur des modèles de données, et ces modèles il faut les entraîner, et Diffin Intelligence expliquait bien que quand il bossait avec des entreprises, en fait c'était pas si facile que ça. Les entreprises souvent ne comprenaient pas qu'une IA ne s'ajoute pas si facilement dans l'entreprise, que les IA doivent apprendre avec des données justement dans ces entreprises, avoir de la data, sauf que travailler la data, c'est pas évident. Il faut avoir des données qui sont propres, et que ça met des mois et des mois, voire des années, et que en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que la presse vous vend ça comme les humains sont remplacés par des IA, ça se fait en 2 secondes, non. C'est juste que là, avec ChatGPT, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que ChatGPT est arrivé et que c'est magique et que voilà, ça permet de remplacer des conversations et tout, mais en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça d'avoir des bonnes IA efficaces dans les entreprises, en rappelant aussi qu'effectivement, implémenter une IA dans une entreprise, ça demande aussi d'avoir une main-d'œuvre et des personnes qui vont bosser. Ça coûte de la thune pour une entreprise. Donc voilà, méfiez-vous un peu de ces articles sensationnalistes, parce que, encore une fois, dans les faits, c'est pas aussi simple. Voilà. Dans ma boîte, ils veulent mettre de la sélection de profils par IA dans les ressources humaines pour recentrer les missions des personnels RH. Déjà, recentrer, c'est-à-dire, j'ai envie de dire que soit ça virera des postes, soit ils vont s'apercevoir que ça ne marche pas ainsi. Ouais, et puis c'est pour l'instant, effectivement, comment t'entraînes ce modèle d'IA qui va sélectionner des profils? Parce que sélectionner des profils, il faut que ton IA soit entraînée. En fait, vous ne pouvez pas décorréler l'IA des données. L'IA, c'est d'abord des données. ChatGPT, c'est avant tout des datas. Toujours. Donc, si vous voulez une IA qui remplace des RH, il faut que cette IA soit entraînée sur de la data. Sauf qu'il faut qu'elle soit entraînée sur de la data de l'entreprise en interne. Donc, ça veut dire que les RH doivent faire un boulot
d'entraînement de cette IA avec de la data propre. Or, comment tu donnes de la data propre de sélection de profil? Ça veut dire qu'il faut que tu donnes le contexte, les valeurs qui sont les plus importantes pour l'entreprise, les compétences, etc., etc. C'est pas si simple. C'est vraiment pas simple. En fait, ça a l'air simple, et c'est un peu justement ce que je reprocherais à ChatGPT, c'est que derrière le côté magique et derrière plein de choses assez géniales, en fait, dès qu'on veut avoir des cas d'usage très spécifiques d'entreprise, en fait, il faut bosser. c'est c'est pas si simple. Vous voyez, je trouve que je peux faire le parallèle avec le voyage que j'ai demandé à faire à ChatGPT. Oui, ChatGPT peut générer un voyage touristique avec des choses assez basiques, mais dès qu'on veut le pousser pour avoir, on va dire, des lieux un peu pittoresques, remettre un peu d'humain dans le voyage, en fait, pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'y est pas vraiment, vraiment encore. Est-ce qu'on est à 2-3 années? Probablement. Mais encore, voilà, toujours se rappeler qu'une IA est entraînée sur de la data. Mais par contre, elle est entraînée sur tellement de data qu'elle est capable de choses assez fascinantes aussi, hein. Voilà, je ne suis pas en train de péter l'IA, je dis juste que c'est un débat nuancé. Surtout que c'est pas du tout sécurisé, tu peux pas donner toutes les datas de ta boîte à une IA qui ne tourne pas. Mais non, mais alors ça pour le coup, ship au potable, alors t'as raison hein, de dire ça, mais en fait, quand tu as de l'IA en entreprise, cette IA elle est en local, hein, elle est pas du tout, c'est pas ChatGPT qui va tourner, hein. Donc effectivement, tu n'auras pas de problème de sécurité, ça sera en local. Ils vont rigoler quand l'IA va virer le patron qui a décidé de mettre l'IA à la place des autres. Oh, je pense que l'IA sera conçue pour qu'elle ne dise pas qu'il faut virer les décisionnaires, je pense. Non, et puis tombons pas non plus dans la caricature, on aime bien taquiner un peu là-dessus, mais tombons pas dans la caricature, le patron, le méchant, machin, bon. Je pense on peut aller un peu au-dessus de ça quand même. En gros, ce que ça veut dire, Tails, et tu le dis assez bien, en gros, pour remplacer des gens par de l'IA, il faut commencer par engager un data scientist pour faire le modèle d'IA, exactement. Tout à fait. C'est là où Defend Intelligence, il explique assez bien. En fait, je parle beaucoup de lui parce qu'on a été à Rouen pour un petit festival du numérique où on a fait des présentations. Moi, j'ai fait lui, il a parlé d'IA et un peu de son métier, et moi, j'ai fait une démonstration de ChatGPT. C'était très cool. Et il a bien rappelé qu'effectivement, l'IA, il faut vraiment toujours avoir en tête, l'IA, c'est des données. Voilà. Et c'est important de le matraquer. L'IA, c'est des données. Si vous oubliez ça, vous n'avez pas compris l'IA. Oui, l'IA va remplacer 80% des jobs en col blanc. Ouais, mais après ça, honnêtement, je peux comprendre hein, ce chiffre et tout, il a beaucoup été donné. Mais moi, je l'ai toujours un peu tempéré, ce chiffre. L'IA va remplacer 80% des jobs en col blanc. Je le tempère un peu. Parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais après, honnêtement, quand on a commencé à voir ChatGPT et tout, dans le mug, je pense que ça doit être assez intéressant. Si quelqu'un est déter, je pense que ça doit être très intéressant, voire passionnant, de regarder ce qu'on dit dans le mug à des périodes. Parce que je pense qu'avec l'IA, on est complètement dans le truc de l'IA arrive, on est émerveillé, puis ensuite on a peur, puis ensuite on tempère, puis ensuite on commence à avoir les usages qui se décantent. Et je pense que dans ce qu'on dit, doit y avoir vraiment de la data à récupérer et qui doit être assez rigolote. D'analyser un peu notre ressenti sur l'IA via un graphe du genre Nowtech, analyse de l'IA, et de voir un peu l'évolution de nos propos. Je pense qu'il y a sûrement eu ça aussi sur le Bitcoin et sur les NFT et tout, de comment ces technologies, on les voit au fur et à mesure du temps. Parce que pour le coup, si vous regardez des vieux mugs, je pense que ça doit être assez intéressant de voir que les discours sont pas forcément les mêmes et tout. Faux, l'IA ne peut pas comprendre la complexité d'une situation. Il faudra toujours l'humain. Je pense que tu as ton correcteur, Anaïs, qui te joue des tours. Mais je peux te le dire, tu as un discours bien plus mesuré que de ce que tu disais au début.
Ouais, mais c'est possible. Mais je reste quand même, pour le coup, Oleg, je reste quand même fasciné par ChatGPT et par l'IA et beaucoup de choses, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même déjà beaucoup de choses qu'on peut faire et qui sont assez impressionnantes. Mais tu vois, c'est le fait de justement bah, rediscuter un peu avec Defend et tout, c'est cool. Il m'a un peu remis en tête que l'IA, c'est d'abord des données. Et quand on a compris ça, on a une meilleure vision de l'IA. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, Anaïs. Tu dis, l'IA ne peut pas comprendre la complexité d'une situation, d'un énoncé. En fait, factuellement, c'est faux. L'IA est total. Alors, déjà, le mot comprendre, il se discute. Mais euh, si on va utiliser le mot comprendre, l'IA est capable de comprendre beaucoup de choses dans un texte et même les nuances d'un texte, hein. En fait, moi, je trouve, et je vais terminer là-dessus, je trouve que l'IA montre bien un truc qui fait un peu froid dans le dos, mais l'IA, aujourd'hui, ChatGPT montre que l'humain est pas est à la fois complexe et pas complexe. C'est-à-dire qu'on est complexe parce qu'on est des êtres très nuancés sur beaucoup de choses, mais à la fois, on n'est pas si complexe que ça, et même on n'est pas si différent que ça sur beaucoup de choses. Notamment, moi je trouve que c'est intéressant là-dessus de le voir avec ChatGPT, c'est que quand on demande à ChatGPT de générer des histoires, en fait, il génère des histoires pas si mal. Et ça montre bien que les schémas narratifs pour raconter des histoires, par exemple, en fait, sont toujours les mêmes. L'enrobage est différent, c'est-à-dire, voilà, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de Star Wars, hein. Star Wars, c'est littéralement un conte de chevalier, hein, mais enrobé avec de la science-fiction, des sabres laser et tout. Mais le schéma narratif de Star Wars n'est pas un schéma narratif... Enfin, c'est un schéma narratif basique. Et en fait, l'IA est totalement capable aujourd'hui de générer des schémas narratifs avec de la nuance. L'IA est capable de vous générer, si vous demandez à l'IA de générer des personnages nuancés, ou des personnages, vous savez, gris, quoi, des personnages qui sont pas manichéens, qui sont un peu entre le bien et le mal, l'IA, elle est totalement capable de vous le générer. Donc l'IA est capable de vous générer de la nuance, hein, et l'IA est capable d'analyser des textes et des choses assez nuancées. C'est pas un problème pour l'IA. Non, par contre, le problème de l'IA, et c'est ce que pour l'instant, il n'y a pas de solution, c'est que je peux anticiper, c'est toutes les questions de sensibilité. C'est-à-dire, on avait eu ce débat ensemble, une IA qui génère un discours pour commémorer la fin de la guerre 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, En fait, prononcer un discours généré par une IA, je trouve, a moins d'intensité émotionnelle. Parce que la Seconde Guerre mondiale est une guerre, enfin comme la première, peu importe, mais ce sont des guerres qui ont une charge émotionnelle énorme. Et me dire que un discours a été écrit par une IA pour parler de cette charge émotionnelle, en fait, pour moi, ça casse l'émotion. Si tu devais genrer l'IA, ça serait un homme ou une femme? Je sais pas. Ni l'un ni l'autre. Ce serait les deux en même temps. Voilà. Mais est-ce que l'IA peut massacrer une franchise comme Disney, hein? C'est ça, c'est de l'humain comme on aime. Ouais, et puis c'est oublier aussi que l'humain est faillible. Parce qu'on a tendance à chercher les défauts des IA. C'est oublier que l'humain est bien plus... enfin, sur certains aspects, bien plus faillible que l'IA. C'est bien un truc qu'on fait en France à vouloir tout genrer. Ouais, en vrai, je dirais que le débat de vouloir genrer une IA n'est même pas spécialement important. Sauf si on parle d'IA d'IA qui sont là pour remplacer des copains-copines. Enfin, il y a déjà eu des débats là-dessus. Allez, on va avancer. Je vous fais une petite brève que je voulais faire vendredi, que j'avais pas eu le temps, mais là, on a un peu le temps. Article de ZDNet, juste pour vous dire que Blue Sky Social, qui est un peu le nouveau Twitter, qui pour l'instant est uniquement aux États-Unis, ça a été fait par les fondateurs de Twitter originaux, a ouvert le code de son logiciel client. Donc ça, c'est vraiment une news un peu pour les technophiles et les codeurs en herbe, donc je ne vais pas passer longtemps dessus. Mais en gros, voilà, le code du nouveau Twitter est disponible, en tout cas la partie cliente, donc pas la partie serveur, est disponible en open source. Donc s'il y a des développeurs et développeuses qui veulent aller voir un peu comment Twitter, enfin ce réseau social a été codé, vous pouvez aller le voir. Voilà, si ça vous intéresse pour un peu par curiosité technique. Voilà, je vous propose avant de passer à la tartine que nous
parlions un petit peu de notre affiliation du jour. Notre affiliation du jour, c'est PeakCloud. PeakCloud, c'est un stockage en ligne sécurisé en Europe, c'est basé en Suisse. Donc voilà, vous avez la sécurité suisse pour vos datas. Vous pouvez effectivement vous inscrire gratuitement et recevoir 10 Go de stockage en ligne gratos. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez une petite porte d'entrée gratuite pour tester PeakCloud. Moi j'en étais assez content. Et après PeakCloud, c'est des prix qui sont... je vais être honnête, PeakCloud, c'est pas forcément le prix le moins cher que vous trouverez. Mais PeakCloud a aussi l'avantage, c'est pas non plus excessif. Je trouve que annuellement 50 € par an. Donc si on divise par 10, ça fait à peu près 5 € par mois pour 500 Go. C'est assez correct, même si 2 Tera, ça fait 10 € par mois pour 2 Tera de stockage. Je trouve ça assez correct, très honnêtement. Mais vous avez aussi un forfait lifetime, c'est-à-dire un forfait à vie. Donc si vous payez par exemple 200 € à vie, vous avez 500 Go disponibles à vie et vous avez voilà, vous n'avez pas de choses à payer tous les mois. Donc ça peut plaire à certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens qui sont très agacés par des paiements récurrents. Moi j'avoue que je fais plus partie des gens qui seraient prêts à faire du paiement récurrent, mais vous avez du lifetime, voilà, pour ceux qui veulent. Et voilà, et en gros, vous pouvez partager des fichiers sur PeakCloud, vous avez de la sécurité, du chiffrement partout, vous avez de l'accès, de la synchronisation partout, vous avez des applis, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'à l'époque, je ne sais plus s'il y avait des applis, mais je crois qu'aujourd'hui il y a des applis, donc voilà, vous avez plein de choses. Et je trouve que c'est un service qui fonctionne très très bien et que nous on vous recommande sur Nowtech. Et encore une fois, je vous le dis, vous pouvez vous inscrire et avoir 10 Go de stockage gratuitement. Et merci à CIP Digital qui régale avec 10 abonnements de la communauté. Merci énormément à toi, merci pour tes 10 subs offerts à la communauté, ça régale. Des subs offerts à Morgan, Novatei, Nico Milo, Le Tout en Carton, Stackvave, Neru, Loarbian, Wanted Vision, Pastafarist, EA Chronicles et voilà, bah merci énormément. Merci, n'hésitez pas, hein, vous avez les emojis maintenant disponibles, les 10 personnes qui ont eu le sub. Merci, ça régale. ACIP Digital, tu sais que tu nous régales. ACIP Digital qui était le ou là d'ailleurs, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Je vais te genre au masculin parce que je pense qu'il y a plus de chances que tu sois un homme, je pense. Le donateur le plus gros qu'on avait fait le Battle for notre stream caritatif. Tu nous avais régalé, poteau. Voilà, merci à toi, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on va passer à la tartine. Aujourd'hui, on va parler de cybercriminalité. C'est parti. Hop là, mauvais. Pardon, c'est parti. Et on va parler aujourd'hui de cybercriminalité, un article de Numérama. Voilà comment fonctionne un gang de cybercriminels de ransomware, donc de rançongiciels. Rançongiciels, c'est des logiciels qui vont verrouiller vos ordinateurs et vous demander une rançon, tout simplement. Voilà. Et il y a eu beaucoup ça à l'époque du Bitcoin. Hein. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, ça pullulait de partout. Ça a l'air d'aller un peu mieux, je crois. Peut-être parce qu'on voit moins passer d'articles là-dessus. Bref. Des chercheurs en cybersécurité ont infiltré le tableau de gestion d'un groupe de cybercriminels spécialisés dans les ransomware. Ces pirates fonctionnent comme n'importe quel gestionnaire de solutions logicielles. Donc tableau de gestion, pensez type Trello. Les chercheurs en cybersécurité du groupe IB sont parvenus à infiltrer le logiciel de gestion de Qilin, un gang spécialisé dans les rançongiciels. Ils décrivent les méthodes de ce groupe dans un rapport publié le 15 mai sur leur site. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Voilà. Hop, si des gens veulent aller le lire un peu plus tard. Ils décrivent les méthodes de ce groupe donc dans un rapport. Les experts n'expliquent pas comment ils ont eu accès aux outils des malfaiteurs. Il est précisé en revanche que le collectif est en plein recrutement. Le collectif Qilin s'est organisé autour d'une approche dite de Ransomware as a Service, qui est de plus en plus employée par les cybercriminels. Concrètement, le logiciel malveillant est loué par les gestionnaires du produit, un peu comme le ferait Adobe ou Microsoft, et les attaques sont menées par des affiliés, des associés qui reversent une commission après le paiement de la rançon. Le collectif inclut donc des développeurs chargés d'éditer et de mettre à jour le logiciel et des pirates clients et utilisateurs. Les hackers de Qilin commenceraient leur attaque par des mails de phishing classiques dans lesquels se trouvent des pièces jointes piégées.
Jusque-là, rien de surprenant. Une fois que le malfaiteur a obtenu son accès initial, il se déplace généralement dans l'infrastructure de la victime à la recherche de données essentielles à verrouiller. Les cybercriminels ont aussi la possibilité d'éteindre rapidement les postes de la victime si celle-ci détecte et réagit à la menace. Au cours de ce processus de capture des fichiers et des dossiers, les pirates vont laisser une note de rançon contenant les instructions pour recouvrir les fichiers dérobés. Les affiliés de Qilin ont un tableau de gestion de leur attaque fourni par le prestataire. Ce logiciel fonctionne de manière ordinaire avec des identifiants fournis aux clients. Ces derniers peuvent ensuite déposer leurs fichiers, publier une annonce revendiquant l'attaque, la somme exigée et disposent même d'un canal de discussion pour échanger avec la victime. Voilà à quoi ça ressemble à peu près. Donc effectivement, c'est très industrialisé en fait. Les affiliés ont accès à une assistance et à une documentation dans la section FAQ qui détaille le type d'infection, les recommandations pour utiliser le logiciel malveillant, des informations supplémentaires sur les cibles et ainsi de suite. Selon le rapport, les affiliés empochent 80% des rançons d'un montant inférieur ou égal à 3 millions de dollars. Pour tout paiement d'une somme supérieure à 3 millions de dollars, les affiliés reçoivent 85% du paiement. Donc c'est assez juteux en fait, hein. 80 à 85% c'est assez énorme. Un partage des gains habituels dans le milieu du ransomware. Les affiliés du gang Black Cat toucheraient également entre 80 à 90% des rançons. Le prix d'entrée et de location se situe le plus souvent entre 500 et 1500 dollars. Ce groupe de Ransomware as a Service a fait son apparition en juillet 2022, c'est assez frais, s'attaquant à une série des organisations de santé, d'entreprises, technologiques et d'autres sociétés dans le monde. En moins d'un an, les malfaiteurs ont fait au moins 12 victimes au Canada, aux États-Unis, en Colombie, en France, aux Pays-Bas, en Serbie, au Royaume-Uni et au Japon. Le groupe indique explicitement à ses affiliés qu'il n'attaquera pas les pays de l'Europe de l'Est. Ok. Le nombre de victimes est encore faible comparé aux groupes les plus actifs. Lockbit aurait ciblé plus de 1500 organismes à travers le monde. Cela étant, ce rapport montre que le modèle de Ransomware as a Service continue à se développer avec de petits groupes émergents prêts à fournir de nouvelles solutions au milieu du cybercrime. Voilà pour cet article de Numérama. Je trouvais ça assez intéressant de vous en parler, de voir effectivement que c'est pas des mecs cagoulés chez eux en mode je suis un hacker. Non, aujourd'hui il faut vraiment comprendre que les hackers sont des entreprises industrialisés, avec des outils efficaces, puissants, avec des sommes absolument délirantes, et que voilà, on est vraiment loin du cliché du hacker seul chez lui. Et que même, il faut aussi le dire, il y a des États qui pratiquent du hacking à très haut niveau. Il y a de la cyberguerre qui existe aussi, et donc on est sur des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà. Ce logiciel est livré avec un hoodie, exactement. Ce genre de gang viserait pas des services qui vantent leur sécurité à leurs clients, histoire qu'une fois attaqués, ils n'en parlent pas à la TV pour perdre leurs clients. Oh, je crois pas. Ça participe à déconstruire l'image de Mister Robot du hacker, très bonne tartine. Bah, après, Mister Robot, je crois que c'était plutôt bien fait là-dessus. Hein. Oui, Mister Robot a un peu été vendu au grand public comme le truc où c'est le hacker, machin et tout, mais au niveau de ce qui est dit dans Mister Robot, alors après, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série, mais il me semble que c'était pas si mal fait. Merci Optilmus pour ton sub, merci énormément. Voilà. Je crois pas que Mister Robot déconne vraiment trop sur le côté. Voilà. Je vous propose qu'on passe au camp de fac. Il est 9h24, on a 6 minutes pour blablater un petit peu ensemble, c'est parti. Ok, on est sur la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Je vais prendre un commentaire qui a dit « Comment peut-on recommander un service qu'on n'en a pas utilisé ?» Alors, si tu parles de Pcloud, pour le coup, j'ai utilisé Pcloud pendant plusieurs années, enfin pendant au moins un an, ça c'est sûr. Et j'en étais très content. C'est juste que ça faisait doublon avec un autre service, je sais plus ce que c'était à l'époque. Je me demande si à l'époque où j'ai utilisé Pcloud, j'ai pas utilisé... Google en mode professionnel pendant quelques mois, donc quelque chose comme ça. Mais j'étais très content de Pcloud, hein, c'était très bien. En gros, Pcloud, je synchronisais mon disque, j'avais un disque dur, et je synchronisais mon disque dur avec Pcloud. Donc ce que je mettais sur le disque était automatiquement uploadé sur Pcloud, donc ça me faisait une double sécurité. Voilà. Voilà. On t'a vu sur la vidéo de Pépé, on va avoir une vidéo en rapport bientôt. De quoi? Je suis sur une vidéo de Pépé, let's go. Sur quelle vidéo? Attends, Pépé Garcia? Sur quelle vidéo je suis? Sur laquelle? Ah, sur la vidéo sur Zeiss. Putain, il l'a sorti maintenant. Bah, ça fait longtemps.
bien ça, oui. Oh mais trop bien, ça régale. Mais effectivement, j'étais avec Pépé et tout. C'est vrai, c'était cool, on a passé un très très bon moment. Ah, je suis là, let's go, regardez, c'est moi. C'était trop bien. En plus, c'est cool parce que Pépé, je le connaissais pas beaucoup. Et enfin, je le connaissais de YouTube et tout, j'avais déjà fait des events avec lui, mais j'avais pas fait de... Enfin, j'avais pas pris le temps de discuter beaucoup plus que ça avec Pépé. Et c'était trop cool. Regardez qui est en haut à gauche là. C'est moi, derrière. C'est moi, let's go. Et alors, pour être tout à fait transparent, le voyage de presse était assez sympa. Mais, et là, c'est chez Zeiss, ils n'avaient pas forcément la marge de manœuvre là-dessus. Mais en gros, on n'a pas eu le droit à beaucoup d'infos chez Zeiss. Donc, je sais pas ce que Pépé a réussi à faire comme reportage. Mais c'est vrai que voilà, c'était chouette hein, d'aller les voir et tout. Mais en fait, vraiment comprenez que nous, et je l'ai dit à Zeiss, hein, ils le savent. Mais donc ce que je dis, c'est pas voilà. Mais nous, on a vraiment. En fait, on a un peu perdu du temps. J'ai vu des choses très cool. Mais on a. Ouais, on n'a pas gagné du temps en fait. Niveau business, c'était pas, voilà, c'était pas rentable. Et nous, c'est super important que les voyages de presse aient une forme de rentabilité, mais pas forcément financière. Let's go, je suis là. Pas forcément une rentabilité financière, mais une rentabilité temporelle. En fait, si on fait un voyage de presse, il faut vraiment que ça soit intéressant pour nous. Sinon, et que ça soit intéressant au-delà de voyager ou voir du monde ou tout ça. Voilà. Merci Robert Zenek21, merci beaucoup pour ton sub. Merci Zenixo. Merci beaucoup. Mais trop bien, c'est trop bien. Tu lui expliques comment dire Zeiss. Oui, on dit Zeiss, ouais. Mais c'était il y a longtemps. Salut, tu utilises toujours ProtonMail. J'ai vu qu'il n'était plus recommandé sur Privacy Tool. Ok. Ah ouais. Privacy Tool, ProtonMail. Alors j'utilise, mais j'ai pas encore migré des trucs. Alors attends, Privacy Tool. Il le recommande plus. Il y a une annonce pour dire qu'il le recommandait plus. Voyons voir. Il le recommande plus. Je serais très curieux si tu as l'info. Privacy email. Ah ouais, il n'y est plus. Il y a Proton Drive à la limite. Mais ils en parlent plus. Attends. Privacy Tools. Ah oui, il y a un truc sur Reddit. Ah mais il y a longtemps, non? Voyons voir. Si t'as l'info de pourquoi, j'ai pas trouvé. Ouais, Postéo, c'est très bien. Bah, moi, j'y suis encore, un Postéo, c'est mes mails perso. Je suis très content de Postéo. Tu as une vitesse de frappe, je fais le même bruit, mais en faisant tomber mes doigts n'importe comment. Je tape pas si vite, hein. Celui qui tape très vite, si vous voulez un secret, celui qui tape très vite dans les YouTuber Tech, c'est Léo Techmaker. Il a une vitesse d'écriture, c'est une dinguerie. Est-ce qu'une rubrique dans le mug sur les frameworks laptop serait possible? Alors Fivel, je vais prendre ton commentaire et après on va arrêter le mug. Sache qu'on a envoyé 2 mails au framework laptop, pour ceux qui n'ont pas l'info et qui ne savent pas ce que c'est. Framework laptop, c'est une marque d'ordi portable que j'aime énormément. En gros, c'est des ordi portables modulaires et très facilement réparables. C'est des ordi portables en lesquels je crois beaucoup. Je trouve qu'ils ont une approche très 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 chouette. C'est juste que je ne vais pas en acheter, j'ai pas besoin d'ordi portable. Et on leur a envoyé des mails parce que j'ai dit j'aimerais bien les tester, faire une petite prise en main en vidéo. Mais ils m'ont un peu envoyé chier en mode quand on aura des pièces dispo, on vous contactera. Ce qui, entre les lignes, hein, veut dire vous nous intéressez pas vraiment. Voilà. Parce qu'en fait, ça, il faut bien le comprendre, mais quand une marque est intéressée pour bosser avec vous, elle est intéressée, elle va se démerder pour vous envoyer des produits. Donc voilà, c'est juste que pour l'instant, la marque n'a pas l'air d'être spécialement intéressée, j'imagine, par le marché francophone. Mais moi, j'étais très intéressé, vu qu'on avait fait des vidéos sur le Fairphone, j'étais super intéressé pour parler du framework laptop, qui ont des super indices de réparabilité, très, très modulaires, très réparables. Enfin, c'est un super ordi, hein, vraiment très 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 bon laptop. Si je devais prendre un laptop Windows, je prendrais aujourd'hui un framework, hein, définitivement. Parce que je trouve que c'est très 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 bien. Voilà. Pas d'affiliation, on n'est pas payé, pas de sponsor ou quoi. Voilà. Voilà, voilà.
faut faire comme Linus Tech Tips, faut les financer. Oui, Linus Tech Tips a investi dans Framework. Ouais, j'aime beaucoup la marque. Mais voilà, bah, j'ai envoyé des mails, mais on a eu une réponse qui n'était pas, ils n'étaient pas intéressés pour nous envoyer un produit, tout simplement. Voilà, voilà, je vous fais des bisous les gens, on va terminer le mug ici. Je sais pas chez qui je vais vous raid, est-ce que dans la modération vous avez des suggestions? Je vais regarder un petit peu qui est en ligne sur Twitch. Flonflon, peut-être pas le raid parce qu'au final j'ai déjà beaucoup raid Flonflon. Peut-être Pépipin? Pépipin qui fait du dessin. Je vais vous envoyer chez Pépipin, ça fait longtemps. Voilà, je vous fais des bisous les gens, merci d'avoir regardé le mug et je rappelle que demain pas de mug, on est encore en... Jérôme est en vacances donc on a des mugs réduits et on se retrouve mercredi et mercredi ça sera Léo qui vous fera le mug. Des bisous les gens, bye bye, merci à tous d'avoir suivi l'émission, ciao.